pourrait faire pour en avoir une vraie, concrètement entre nous, sans attendre finalement que les puissants du moment ou les élus du moment nous la donnent, cette démocratie. Avant, je voudrais vous parler des livres qui me bouleversent en ce moment, et c'est toujours en rapport avec notre affaire de démocratie évidemment, et qui sont plus à tonalité économique. Alors ça va pas être long, encore que ça pourrait l'être, mais c'est vous qui déciderez avec les questions si vous voulez qu'on y revienne. Mais je vais évoquer, si vous voulez bien, quelques bouquins assez remuants. Compliqué de choisir un ordre parce qu'en fait le tramage se fait sans qu'il y en ait un qui soit supérieur aux autres. Je vais commencer par une bande dessinée étonnante qui s'appelle Economics, qui est tout à fait remarquable. Pour ceux qui n'aiment pas lire le texte et qui sont habitués aux images, et j'en connais de plus en plus, il y a à la fois les images, donc cette présentation sous forme de bande dessinée, et un fond qui est tout à fait remarquable. C'est très sérieux, c'est très bien expliqué. J'ai pratiquement pas trouvé d'erreur, peut-être une petite couillonnade au moment de la Révolution française sur Robespierre, mais rien quoi, non, rien de grave. Par contre, sur la contestation, sur l'interrogation du dogme libéral, du dogme de l'économie classique, c'est tout à fait remarquable. Ça reprend la science économique entre guillemets depuis les origines, et ça permet de comprendre les enjeux. Je pense qu'un citoyen digne de ce nom ne s'occupe pas que de politique au sens des institutions, il doit aussi comprendre comment il se fait enfumer pour l'instant sur le plan économique. Pour l'instant, les économistes sont à quelques... Bon, il y a des exceptions évidemment, mais très souvent, en tout cas les économistes à qui on tend le micro dans les médias sont d'une pensée prostituée aux banques. Et c'est comme ça depuis le début. Déjà, Ricardo était fils de banquier, et les plus grands économistes ont penser la théorie qui permet de pérenniser la puissance des puissants, qui permet de rendre éternelle la puissance des puissants. Ce bouquin-là est une façon ludique d'apprendre des choses importantes en économie. Deuxième bouquin, alors là c'est bouleversant. Moi, chaque page, ça me remue en profondeur. Je dois avoir 200 ou 250 bouquins sur la monnaie, la création monétaire. Et là, j'en trouve un qui est scotchant. Voilà. Il s'appelle 5000 ans d'histoire de la dette. Et en fait, c'est une histoire de la dette et de la monnaie, et des religions, et de la transformation de ce qui étaient nos obligations dans les sociétés primitives en dette, avec une véritable démonstration que c'est non nécessaire, c'est-à-dire que la prison dans laquelle nous vivons tient très largement au type de monnaie qui est endettante, que nous subissons, mais à laquelle nous n'avons pas réfléchi. On n'a jamais eu de débat là-dessus, on n'apprend pas ça à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école et je ne l'ai pas enseigné puisque je ne l'avais pas appris et que ce n'est pas au programme. Mais on a là une vision, une histoire et une vision anthropologique. C'est un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les sociétés primitives, qui étudie les sociétés humaines et qui nous décrit les mécanismes économiques avec un regard qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'économie présentée, le regard économique présenté par les marchands. Et on s'aperçoit, moi je m'aperçois à la fois des biais que j'ai subis quand j'ai suivi un enseignement, et puis des biais que j'ai empruntés moi-même quand j'ai été prof. Je m'aperçois de biais considérables, et si vous voulez, c'est pas malin, c'est pas avec une mauvaise volonté, c'est pas méchant, c'est pas un complot. Je veux dire, les profs qui enseignent ça le font pas parce qu'ils sont méchants, ils ont un projet de domination, pas du tout. On l'apprend parce que moi j'ai enseigné ça parce que je l'avais appris comme ça. Et tous les profs font comme ça, plus ou moins, on réenseigne ce qu'on a appris correctement, en y mettant notre intelligence, bonne volonté, dévouement. Bon, mais c'est compliqué d'enseigner quelque chose qui est différent de ce qu'on a appris soi-même, vous savez. Donc, et ce regard d'anthropologue qui
qui explique que depuis un siècle déjà, les anthropologues disent aux économistes « mais vous dites des bêtises, l'humain n'est pas qu'un être égoïste, calculateur, qui ne pense qu'à ses intérêts, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les sociétés humaines que nous observons, nous, anthropologues, ne sont pas des sociétés de calculateurs égoïstes, pas du tout. Les humains se donnent, et se donnent vraiment, se donnent volontairement et volontiers les uns les autres. Et le monde marchand est venu après, plus tard. Et le crédit, nous apprend cet anthropologue, a précédé la monnaie. Les humains commencent par créer entre eux des relations. Nous sommes des animaux relationnels, on a besoin de relations. La pire des tortures, c'est de nous priver de relations. Hein. Quand vous mettez quelqu'un à l'isolement, c'est pire que si vous lui faisiez des douleurs physiques. Nous avons besoin de relations, et en fait, nos sociétés, depuis le début, mais depuis longtemps, s'endettent les uns les autres, enfin pas s'endettent, se lient les uns aux autres, et la monnaie apparaît au moment où on commence à avoir besoin de comptabiliser ces obligations. La monnaie sert à comptabiliser les dettes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on parle de dette. C'est-à-dire qu'une obligation morale devient une dette à partir du moment où on la compte en monnaie. Tout ça est passionnant. Je le résume mal, je suis en train de le découvrir. Je voudrais juste vous lire un passage particulièrement bouleversant, je trouve. Après avoir copieusement égratigné et déboulonné même le dogme libéral, il s'appelle Graeber, David Graeber. Et vous trouverez sur le net des conférences, parce que c'est un best-seller aux États-Unis, c'est en train de devenir un best-seller en Europe, et il y a des raisons. C'est un livre qui est complètement subversif. Il nous réapprend un des fondements majeurs de notre société, qui était complètement ignoré depuis que ce sont les marchands qui font les programmes à l'école, et qui finalement nous imposent des valeurs. Nous avons désappris ce que nous apprend cet anthropologue. Et alors, Graeber parle d'un grand anthropologue qui s'appelait Fröschen et qui est en train de travailler, qui vivait avec les Inuits au Groenland. Et voilà ce qu'il raconte dans son livre de l'Esquimau. Fröschen raconte qu'un jour, rentré bredouille et affamé d'une expédition de chasse aux morses, il découvrit que l'un de ceux qui avait fait une bonne chasse avait déposé plusieurs centaines de livres de viande. Alors Fröschen, l'anthropologue, se répandit en remerciements. Et l'homme, l'Inuit, celui qu'on considère comme un sauvage, comme quelqu'un qui n'est pas encore éduqué comme nous, réagit avec indignation à ces remerciements. Ouvrez les guillemets. Dans notre pays, nous sommes humains, dit le chasseur. Et puisque nous sommes humains, nous nous entraidons. Nous n'aimons pas entendre quelqu'un dire merci pour ça. Ce que j'ai aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Ici, nous disons qu'avec des cadeaux, on fait des esclaves, et qu'avec les fouets, on fait des chiens. C'est-à-dire que quand ces gens-là, tout primitifs qu'ils sont, ont déjà compris, en fait très tôt dans l'histoire des hommes, les hommes ont compris que quand on fait des cadeaux, avec l'idée qu'il faudra le rendre, on va comparer nos puissances, il va y avoir une inégalité de puissance, et ça va finir en esclavage. C'est étonnant, vous allez voir la façon dont il le décrypte ensuite, Graeber. La dernière phrase est un peu, donc là c'est la fin de la citation de l'Inuit et c'est Graeber qui commente. La dernière phrase est un peu un énoncé classique de l'anthropologie et l'on trouvera de semblables rejets de calcul, des crédits et des débits, donc c'est le langage des marchands, dans toute la littérature anthropologique des sociétés égalitaires de chasseurs. Loin de se voir comme un humain parce qu'il peut faire des calculs économiques, le chasseur affirme qu'on est véritablement humain quand on refuse de faire ce genre de calcul, de mesurer ou de garder en mémoire qui a donné quoi à qui, justement parce que ces comportements vont inévitablement créer un monde où nous allons entreprendre de comparer puissance à puissance, de les mesurer ces puissances et de les calculer et de nous réduire mutuellement à l'état d'esclaves ou de chiens fouettés par la dette. Non que cet homme ait ignoré que les humains ont une propension à calculer. Mais s'il ne savait pas, il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit. Bien sûr qu'on a une propension à calculer. Nous avons toutes sortes de penchants. Dans toute situation de la vie réelle, nous avons des inclinations qui nous poussent simultanément dans plusieurs directions différentes et contradictoires. Aucune n'est plus réelle que les autres.
les économistes libéraux prétendent que nous sommes des calculateurs, et uniquement, et que c'est ça qui permet de comprendre les hommes. Et c'est ça que contestent les anthropologues en disant il n'y a pas de société comme celle que vous décrivez, vous les économistes. Aucune inclination, aucune envie de faire des choses n'est plus réelle que les autres. Laquelle choisissons-nous comme fondement de notre humanité et laquelle plaçons-nous à la base de notre civilisation? Telle est la vraie question. Enfin bon, bref, je ne peux pas développer. Ce que je lis dans ce bouquin, à chaque page est bouleversant et utile pour fabriquer le monde différent que nous fabriquerons quand nous réinstituerons nous-mêmes notre démocratie. Donc à mon avis, c'est totalement lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier notre émancipation politique de notre émancipation monétaire. Il faut absolument que notre niveau monte et l'Internet nous permet... Je crois que ça c'est historique, je ne suis pas sûr que ça va suffire parce qu'il est bien possible qu'il nous en prive avant qu'on ait réussi à s'en servir à grande échelle, mais c'est à mon avis une nécessité absolue que nous fassions monter notre niveau sur la monnaie. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que la monnaie et il n'y a pas de meilleur, je vous dis sur 200 bouquins, c'est le meilleur cours sur la monnaie que j'ai jamais eu. C'est remarquable. On comprend, mais ça se lit, se relit. Hein. Chaque page, je la relis, je la travaille, je la souligne, ça se travaille. Mais c'est, vous allez voir, votre niveau, ça va monter. Et quand on comprend ce que c'est que la monnaie, on comprend qu'il est essentiel que cet objet important soit sous contrôle public. Or, vous savez que la monnaie aujourd'hui est un objet qui a été volé par des acteurs privés qui s'appellent les banques et qui prétendent être les seuls à être capables de le gérer correctement, ce qui est une foutaise, qui est un mensonge, qui est un rapt. Aujourd'hui, la monnaie est privée, payante, donc ruineuse, endettante, donc aliénante, rare. Donc, chômagène, elle crée du chômage, donc par construction, par la façon dont nous créons la monnaie, elle nous prive des signes qui nous permettraient d'avoir tous l'activité que nous voulons mener. Je ne développe pas, si vous voulez, à l'occasion des questions, on y reviendra, mais la compréhension en profondeur de ce qu'est la monnaie et de ce qu'elle doit être va de pair avec notre mutation en constituant, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je pense que nous devrions muter en constituant, c'est pas la constitution notre solution, c'est nous ayant envie de l'écrire. Donc c'est pas un objet que je fétichise, c'est une vision d'une humanité qui, fatiguée de se faire exploiter et assassiner maintenant à échelle industrielle dans les guerres, pour éviter la prochaine guerre, et en essayant de le faire avant la prochaine, fait monter rapidement son niveau de conscience pour écrire elle-même cette humanité, écrire elle-même les règles qui la protègent des affreux du moment. Troisième bouquin, alors ça aussi c'est bouleversant au dernier degré. Losurdo, Domenico Losurdo, un Italien, Contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme à la maison. Celle-là est vraiment décapante au possible. Depuis 8 ans que je travaille sur les institutions, sur à la fois notre émancipation économique et notre émancipation juridique, qui donne une émancipation politique. J'ai beaucoup travaillé je travaille beaucoup sur Tocqueville, sur Hobbes, sur Locke, sur les fondateurs du libéralisme et sur leur discours sur la liberté. Ce que fait Losurdo, c'est qu'il reprend chacun de ces grands auteurs, les uns après les autres, et il questionne qu'est-ce que c'est que ces libéraux qui nous chantent des airs superbes sur la liberté, sur la résistance au despotisme, à la nécessaire liberté de chacun, et qui sont tous esclavagistes. Tous les penseurs libéraux étaient libéraux pour eux, pour le peuple libre, comme ils disent, avec comme toile de fond l'esclavage pour le reste de l'humanité, l'esclavage et le génocide. Alors il explique, ça commence avec Grotius en Hollande, aux Pays-Bas. Dès que les marchands s'émancipent des rois, alors on a les Hollandais qui se libèrent de Philippe II d'Espagne,
et qui donc peuvent développer l'idée libérale entre guillemets, et qui aussitôt se mettent à coloniser l'Afrique avec génocide et esclavagisme. Esclavagisme racial. L'esclavagisme, c'est une vieille histoire de l'humanité. Mais l'esclavagisme racial, en suivant le sourdeau, bon, à vérifier, hein, j'imagine peut-être qu'il peut se tromper ce gars-là. Hein, comme d'habitude, quand je lis, je vais recouper, j'arrête pas de les tramer les bouquins, j'en fais un tissu hein, en les recoupant les uns les autres. Mais c'est extrêmement bien documenté. C'est très très documenté ce qu'il raconte. Les Hollandais les premiers, dès qu'ils sont libérés d'un roi qui, de façon absolue, les empêchait de mal faire, aussitôt, ils se libèrent sous un drapeau libéral, soi-disant, qui consiste à se libérer, eux, au prix de l'esclavage de tous les autres. Et d'un génocide, c'est-à-dire d'un écrabouillement, d'un massacre général des pays dont ils ont décidé de s'emparer. Ensuite, quand Guillaume d'Orange, qui est un Hollandais qui devient roi d'Angleterre, parce que entre les couronnes royales, ils étaient consanguins et s'échangeaient et faisaient leurs relations familiales pour conserver le pouvoir. Je ne développe pas ça, mais en tout cas, Guillaume II, qui était un Hollandais, devient roi d'Angleterre et emporte avec lui le libéralisme. Et les massacres des Irlandais, génocide, alors ça avait commencé avec Cromwell, mais le libéralisme anglais est devenu lui aussi génocidaire et esclavagiste racial. Et quand ils sont partis ensuite coloniser les États-Unis, à nouveau génocide, cette fois-ci des peaux rouges, qui sont traités comme les Irlandais, l'horreur absolue. Tout ça au nom du libéralisme, hein, avec, je répète, les plus beaux chants pour la liberté humaine qu'on ait jamais écrits, hein, les mêmes. Alors, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que, moi je suis bien sûr sensible à ces chants de liberté que je trouve très beaux. Je voudrais juste faire attention, c'est à se méfier des escrocs, quoi, se méfier de ceux qui ont des chants de liberté et qui en fait sont au fond des choses des esclavagistes. Je ne développe pas plus, lui aussi je le trouve complètement bouleversant. En fait, le salariat très souvent semble être une version dégradée de l'esclavagisme, mais à peine parfois. Hein. En même temps, je lis, tous les matins, je me lis un peu de Germinal. Ça me calme pas ce truc-là, hein, parce que... Et puis, je lis aussi Congo, qui est un... Alors, j'ai oublié de l'apporter, celui-là. Et c'est un quatrième que j'aurais voulu vous montrer. C'est un Belge qui a écrit ça, qui est remarquablement écrit. C'est un écrivain, c'est écrit avec beaucoup de finesse. Donc c'est très très agréable à lire, sauf quand c'est absolument révoltant, l'histoire de ce que les Belges ont fait au Congo, enfin de ce que Léopold II a fait au Congo. En fait, dès qu'un pouvoir est hors limite, c'est la cata pour tout le monde, quoi, hein, je veux dire. Donc c'est très 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 important que nous apprenions, alors si on ne l'apprend pas à l'école, il faut qu'on se l'apprenne entre nous, que nous apprenions à limiter ces fichus pouvoirs. On a beaucoup à craindre de pouvoir sans limite. Or, ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, c'est une autonomisation des pouvoirs. Les pouvoirs ont une tendance naturelle à s'autonomiser. Et là, en ce moment, ils sont en train de s'autonomiser complètement. Bien sûr qu'il va falloir qu'on se bagarre contre le traité transatlantique, qui est une saloperie sans nom, qui est une trahison éhontée. Nos élus nous trahissent. Ils pactisent en secret contre nous. Ok. Bien sûr qu'il faudra se battre contre ça. Mais... le traité transatlantique, c'est qu'une conséquence. Il faudrait absolument et urgemment, admettons en parallèle, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre le traité transatlantique, mais si on se bat que contre le traité transatlantique, ça va continuer. Je ne vois pas d'autre issue. Et je sais que ça ne va pas être immédiat, mais je ne vois pas d'autre issue que nous préparer, comme on se prépare à un entraînement pour un match de foot. On sait qu'il va y avoir un match, même si on ne sait pas exactement quand il va y avoir le match, il faut s'entraîner avant.
On ne peut pas dire on s'occupera de la Constitution le jour où on aura fait la révolution, l'insurrection qui va tout changer. Si on ne s'est pas entraîné, on va se faire enfumer comme les Tunisiens se sont fait enfumer. C'est-à-dire que les Tunisiens, ils se sont donné un mal de chien pour chasser leurs tyrans. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, 2 erreurs, hein. Ils ont élu leur assemblée constituante, et puis ils sont rentrés chez eux. Ah mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, il ne faut pas élire l'assemblée constituante, parce que si vous élisez l'assemblée constituante, vous allez choisir parmi des candidats. Mais des candidats, ça va être des professionnels de la politique, ou des gens qui se destinent à la politique. Mais c'est précisément ces gens-là qui ne doivent pas l'écrire, la Constitution, parce que la Constitution, c'est le texte qu'ils devront craindre. Donc s'ils l'écrivent eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'ils ne vont pas écrire le texte dont nous avons besoin pour nous protéger d'eux. Donc je ne dis pas que c'est des crapules, je dis que c'est des gens qui sont en conflit d'intérêts et qui sont pas capables d'écrire une bonne constitution parce qu'ils ont un intérêt contraire, un intérêt personnel. Comme un juge n'est pas capable de rendre la justice, même un bon juge n'est pas capable de rendre la justice pour sa fille. Et on ne lui en veut pas. On dit, oui, ok, on ne dit pas que vous êtes mauvais juge, mais là, vous allez vous pousser parce que c'est pas à vous de juger votre fille. Et d'ailleurs, il va se récuser lui-même. Il ne va pas attendre qu'on le fasse parce qu'il a son honneur. Il dit, attends, mais je sais bien que je suis juge et parti, je ne peux pas rendre la justice. Eh bien, un député, c'est pareil. Il ne peut pas écrire la Constitution. La Constitution, elle va le brider, elle va le menacer, elle va l'inquiéter. Une Constitution bien faite, elle va lui faire rendre des comptes tous les jours. Elle va le rendre révocable à tout moment. Elle va rendre le peuple, cette constitution, elle va rendre le peuple capable de prendre l'initiative contre lui, député, pour imposer une loi que lui ne veut pas ou pour interdire une loi qu'il voulait. Mais jamais il va vouloir ça. Il va pas le refuser parce qu'il est mauvais. Il va le refuser parce qu'il est en conflit d'intérêts. Mais il n'est pas en conflit d'intérêts parce que c'est une crapule qui a pris le truc et qui nous l'a volé. Il a pris ce pouvoir-là parce qu'on lui laisse. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une constitution. On ne sait même pas à quoi ça sert. Alors, on est bien mal pris pour penser même l'écrire, vous pensez bien. Et à chaque fois que dans les journaux, dans les médias, ils en parlent, ben attendez, mais nous on est bon à rien. On est bon qu'à désigner des maîtres. Ce que je suggère, ce qu'on a fait cet après-midi, mais il ne faut pas attendre que je sois là. Si l'idée a besoin que je sois là, c'est mort, c'est une idée à la con, ça ne marchera pas. Voilà, c'est une idée idiote. Si vous avez besoin de moi pour écrire la Constitution, c'est que je suis un gourou, c'est nul, voilà, ça ne marchera pas. D'abord, je ne peux pas être là, je ne peux pas être partout. Il faut que ce soit une idée qui soit suffisamment simple et puissante pour que vous vous l'appropriez. Il faut la déchouardiser, il faut que ce soit votre idée. Et si ça ne marche pas, ce truc-là, eh ben c'est nul, ben on fait autre chose, on essaye de faire autre chose comme ce qui a déjà été fait, je ne sais pas. Mais cette idée-là, il me semble qu'elle est prometteuse, elle est nouvelle, elle est pas encore testée dans l'histoire des hommes. Jamais on a eu, enfin je ne trouve pas ça dans l'histoire des hommes, dans ce que je lis depuis Aristote, je ne trouve pas cette priorité. Il faut que si un peuple, non, si un groupe d'humains veut devenir un peuple au sens noble, au sens strict du terme, s'il veut devenir un peuple, il faut qu'il ait une constitution, et s'il veut une constitution, il faut qu'il écrive lui-même. Faire de ça une priorité, en disant les premiers à être humains, à être des citoyens, c'est ceux qui vont écrire eux-mêmes leur constitution. Je ne le trouve pas dans la littérature. C'est une idée que je fabrique avec des tas de choses que je prends à gauche à droite. Hein. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé un truc. J'isole dans tout ce que je lis quelque chose qui me semble pas encore testé, qui n'a pas encore échoué, et qui prend le problème différemment en étant radical. Je prends le truc à la racine. Bien cette impuissance. De la Constitution, ok, d'où elle sort cette Constitution? Qui l'a écrite? Mais des parlementaires. C'est normal que des parlementaires aient programmé leur puissance et notre impuissance. Mais comment ça se fait que ce soit partout des parlementaires? Partout, mais parce que partout les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une Constitution. Donc partout les gens renoncent. Les gens ne veulent pas, les humains, 99%, les gens ne veulent pas écrire la Constitution. Ben voilà la cause. Et c'est bien de savoir, moi il me semble que ça donne une pêche formidable de voir que la cause elle est en nous.
Si la cause, elle était dans les élus, qu'il fallait attendre que les élus deviennent des gens tellement vertueux qu'ils soient capables de se faire harakiri en disant « je vais leur donner le référendum d'initiative populaire, je vais leur donner la révocabilité à tout moment, je vais leur donner le non-cumul des mandats et c'est eux qui vont décider de mon salaire. » Si j'attends que les élus soient capables de se faire harakiri comme ça, je vais attendre longtemps, ça n'arrivera pas. J'ai pas fini avec les bouquins. Il y a... Alors, il faut que je vous montre aussi le... Si, c'est pas possible que je l'ai oublié, celui-là. Ah oui, voilà. Ah là, ça c'est très important, Rousseau. Bon, Rousseau, c'est... Si on veut devenir constituant, il faut qu'on ait lu Rousseau. En tout cas, on ne va pas écrire ce qu'a écrit Rousseau, mais Rousseau a posé des problèmes majeurs. Rousseau a vu venir le capitalisme. Il l'a identifié, il a vu que le luxe allait nous dépraver nos mœurs. Il a senti ça dès la naissance du capitalisme. Il a senti que la richesse était un problème pour les mœurs et que même la culture, même l'art était mauvais pour les mœurs. Mais surtout la richesse. Et la réflexion sur la démocratie qu'il a menée, la réflexion sur la souveraineté populaire qui a essaimé ensuite dans la Révolution française, cette réflexion, elle est majeure, elle est complètement émancipante. Et parce qu'il a été repéré tout de suite comme quelqu'un d'extrêmement subversif, alors qu'il faisait partie des encyclopédistes. Hein. Il a écrit un article passionnant d'ailleurs dans l'encyclopédie. Mais dès que les encyclopédistes, qui étaient des pourritures, j'ai hésité une seconde, hein, mais à peine, hein, mais qui étaient riches et qui n'avaient pas de pouvoir politique, c'était le roi qui avait un pouvoir politique et les nobles qui n'avaient pas assez de pouvoir politique à leur goût et qui voulaient le pouvoir à la place des nobles et des princes et qui ont affamé le peuple par la guerre des farines, affamé le peuple pour qu'il se soulève contre ses maîtres pour prendre leur place. Et le peuple s'est bien fait avoir. Ok. Mais donc les encyclopédistes qui étaient en train de préparer leur coup d'État, les Voltaire et compagnie. Voltaire, c'est une crapule, c'est un marchand d'armes. Hein, un marchand d'armes, un menteur, un faussaire, quelqu'un qui, quand il recevait un bouquin de Rousseau, il recevait un bouquin, hein, publié, édité. Il le lisait, il prenait du papier, il le recopiait, en virant ce qui était bien, en mettant des saloperies au milieu, plein de petites pépites de saloperies, des trucs insupportables, des saloperies, et puis il l'amenait chez l'éditeur et il le publiait au nom de Rousseau. Le parangon de la tolérance, de la raison, de celui qu'on nous demande d'admirer comme un modèle, quoi. Hein. Un faussaire, un menteur. Il a persécuté Rousseau. Je vous ai déjà parlé en conférence d'un bouquin, alors oui, il est abîmé mon bouquin, hein, bon, mais en poche il est costaud, hein. Je peux vous dire, je garantis qu'il est costaud, 5 €, le rapport qualité-prix est formidable. Un des meilleurs bouquins, tout Rousseau est bon. Mais l'explication de Jouary sur Rousseau, c'est plus que savoureux, c'est épatant, enthousiasmant, c'est-à-dire qu'il articule le meilleur, c'est un best-of de Rousseau, mais bien articulé avec la pensée de ce salaud de Locke, de cette pourriture de Hobbes, de toutes ces crapules qui tournaient autour, qui cherchaient à naturaliser l'impuissance populaire. Tous ces libéraux qui avaient autour de lui, là, tous ces physiocrates, tous ces gens-là, et les Hobbes, les Locke, tous ces gens-là, et puis tous ceux qui défendaient la monarchie absolue, cherchaient à rendre éternelle la servitude populaire pour le bien de la petite clique pour qui il bossait, et dont il faisait partie. Rousseau était seul contre tous, enfin, ouais, pratiquement seul contre tous. Il y en avait d'autres, hein, comme Marat qui sont venus après, mais à l'époque, là, Rousseau, vraiment, c'était... Et le bouquin de Jouary est étonnant. Et alors, si je vous en parle, c'est parce que j'ai découvert un autre outil qui est un double CD. Donc ça coûte 3 francs 6 sous, enfin on s'en fout, les euros ça sert à ça. C'est des CD, ça s'écoute en voiture. Et ce bouquin-là, moi je l'ai lu 10 fois, hein, je l'ai lu, relu, annoté, réannoté. Mais quand on écoute le truc, c'est encore une dimension nouvelle. Vous êtes dans les embouteillages, vous perdez plus votre temps. Alors j'ai l'habitude, ça fait longtemps que j'écoute des conférences, hein, en voiture, je vous conseille ça parce que c'est précieux, mais... Là, vous avez un moyen de continuer à vous imprégner de Rousseau et de sa corrosion, sa force corrosive par rapport au système. C'est enthousiasmant. Bon, cela, j'en parlerai à l'occasion des questions. Encore un quand même. Vous connaissez Guillemin.
j'espère que vous connaissez Guillemin. Si vous ne connaissez pas Guillemin, vous êtes un vénard. Là, votre vie va bientôt se transformer quand vous allez... Mais bon, même si vous connaissez déjà Guillemin, il y a un bouquin qui vient de sortir qui est exactement celui qui nous manquait. Guillemin, historien épatant, formidable, avait enregistré sur le net, donc avait enregistré à la télé, et c'est disponible sur le net, une série de conférences sur Napoléon, une série de conférences sur la Commune, donc 15 conférences d'une demi-heure sur la Commune, une série de conférences sur l'avant-première guerre mondiale pour comprendre comment les crapules industriels et banquiers ont voulu financer et déclencher les guerres. Une série de 15 conférences aussi sur l'avant-deuxième guerre mondiale. C'est épatant, ces trucs-là, ça s'écoute en voiture. Vous allez les écouter 3, 4, 5 fois, c'est inépuisable. À chaque fois qu'on l'écoute, on découvre des trucs nouveaux qu'on n'avait pas entendus à la première écoute, c'est enthousiasmant. Et puis il y a celle sur Tolstoï. Moi j'avais gardé ça pour la fin en disant Tolstoï, ça m'intéresse moyen, quoi, hein, la littérature, bon. Mais c'est que Tolstoï, il a passé 50 ans de sa vie à écrire des romans, ok, Guerre et paix, Anna Karénine, ouais, ok. Et puis à 50 ans, comme Rousseau, à 50 ans, il s'est retourné, il est devenu un art, mais un art dur, hein. Il est devenu à la fois croyant, donc une foi en Jésus qui fait le lien d'ailleurs avec Guillemin, c'est pour ça que Guillemin en parle, mais une détestation des églises et une détestation des gouvernements. C'est frais à lire, hein. Tolstoï, après 50 ans, c'est frais, oui, ça réveille, hein, et c'est tonique. Alors il n'y a pas énormément de textes de Tolstoï. Là, j'ai apporté des petits, parce que je pèse lourd, là, mais il y en a un petit qui s'appelle L'esclavage moderne, qui est au vitriol. Au vitriol, c'est vraiment remarquable, un Tolstoï complètement méconnu. Et puis un autre qui s'appelle L'Évangile. Alors, moi, je suis un manche curé, quoi. Hein. Normalement, je suis complètement athée, je crois en ni Dieu ni diable, et que je vous parle d'un bouquin qui s'appelle L'Évangile, mais c'est quelqu'un qui conchit les églises complètement. Il a été excommunié pour ça. Et donc, il a réécrit l'histoire de Jésus, enfin, le message de Jésus, expliqué aux enfants, et en fait je retrouve la morale anarchiste de Kropotkin. Ça encore celui-là, c'est des tout petits bouquins, ça, hein, c'est rien du tout, hein, mais c'est des fondements, ça. Moi, c'est la morale anarchiste de Kropotkin, ça te bouleverse, il n'y a pas plus bon, c'est à la fois gentil, intelligent, prometteur, ça peut marcher, il y a une pensée anarchiste qui est complètement, évidemment, salopée par les bourgeois, hein, les possédants, quoi, qui ont évidemment très peur de cette façon de penser, mais lisez-les avant de penser que c'est des terroristes ou des poseurs de bombes, parce que c'est pas des poseurs de bombes. Hein. Tolstoï, il n'y a pas plus inoffensif que Tolstoï, qui était pour la non-violence, qui a beaucoup inspiré Gandhi, ils ont communiqué, enfin, c'est pas du tout des poseurs de bombes, hein. Et c'est une pensée extrêmement stimulante. Il y a un rapprochement moi qui me paraît de plus en plus naturel, entre la pensée anarchiste qui se méfie des pouvoirs, de tous les pouvoirs, dès qu'il y a un pouvoir, il s'en méfie, avec la démocratie. La démocratie, c'est on va exercer le pouvoir, nous les 99%, même les 100%, il peut même avoir les riches avec nous, hein, puisque ça va être un homme, une voix, hein, donc... 200 ans de démocratie à Athènes ont permis aux pauvres de gouverner pendant 200 ans, puisque un homme, une voix pour voter les lois, ça donne les 99% qui décident de leurs lois. Hein. Alors, je sais qu'à Athènes, on ne comptait pas les femmes ne votaient pas, qu'il y avait des esclaves, que les métèques, qui étaient non condamnés aux étrangers, ne votaient pas. Mais c'est évidemment pas ça qui m'intéresse. Ce que je dis, c'est que ce qu'ils ont fait marcher pendant 200 ans marcherait très bien aujourd'hui sans esclaves, puisqu'on a des esclaves de fer, que sont les machines, avec du pétrole, donc qui nous libéreraient beaucoup de temps disponible pour faire de la politique si on n'avait pas ces gredins de banquiers sur le dos qui nous piquent toute la plus-value, qui nous piquent toute la richesse que nous créons. Et on n'a pas besoin d'en créer tant, on pourra en créer moins et vivre mieux si on n'avait plus ces parasites sur le dos. Donc nous pourrions, excusez-moi je mélange tout, mais comme je sais que j'ai qu'une heure, j'essaie de tricher en parlant plus vite. Non, ça je vais le renverser. Donc je reviens sur Henri Guillemin. Nous n'avions de la période de la... Alors,
quand Guillemin commence à nous parler de la Commune, il fait un rappel des épisodes précédents en nous rappelant ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est super important pour comprendre aujourd'hui, de comprendre ce qui s'est passé vraiment pendant la Révolution française, et pas le roman national que nous racontent les possédants pour obtenir notre soumission, notre résignation. Non, ce qui s'est passé vraiment, c'est important de comprendre ça. Et je dis pas que Guillemin dit la vérité absolue là-dessus, il peut se tromper, hein, mais c'est un boulot important pour comprendre aujourd'hui, et donc pour penser demain, imaginer un autre demain, c'est important de comprendre comment on s'est fait enfumer en 89 pour pas que ça recommence la prochaine fois. Et donc, il y a une conférence sur la Révolution française et Robespierre qui dure 2 heures de Guillemin, qui est une merveille. Je crois que c'est la meilleure conférence de Guillemin. Ça m'est pas arrivé la première fois, mais depuis la 2 ou la 3e fois, je pleure à chaque fois à la fin. Enfin, c'est vraiment, elle est émouvante au possible. C'est une conférence importante. La conférence sur la Révolution française et Robespierre, elle est poignante. Mais on n'avait pas la série de 15 comme on avait eu sur la Commune, sur l'avant-première guerre mondiale. On n'avait pas la série de 15. Or, elle existe. Il a donné cette série de 18 conférences et on l'a pas en vidéo, on l'a même pas en son. Elle doit exister en son parce que le gars qui a pris en note, il doit bien l'avoir enregistré le truc. Donc on va peut-être finir par retrouver ça. Mais pour l'instant existe le bouquin de Guillemin qui s'appelle 1789-92, ça c'est la première fausse révolution, c'est la révolution des riches qui prennent le pouvoir aux nobles et aux princes, et puis 1792-1794, qui sont les 2 ans, les 2 seules années de la République depuis 200 ans, où le peuple a vraiment été représenté par des gens qui cherchaient, alors ça se discute, je sais que c'est discuté, je sais qu'il y a des débats, et ça m'intéresse de savoir en quoi, même avec Guillemin, on se fait encore enfumer, et où il y a des gens qu'on considère comme des héros. Pour moi, Robespierre, je sais bien que personne n'est parfait, mais Robespierre me paraît être une figure tellement incorruptible, tellement dévouée que j'ai du mal à lui reconnaître des vices. Mais c'est pas bien, parce qu'il y a sûrement des vices, hein, puisque personne n'est parfait. Donc il faudra, en discutant, arriver à savoir où est le vrai, quelle est la part de bon et la part de mauvais dans Robespierre aussi. Mais donc le bouquin de Guillemin sur la Révolution française, c'est un monument. C'est absolument passionnant à lire. Alors, on ne s'embête pas une seconde. Moi, je trouve que c'est un sujet de lecture passionnant. Et puis sur les anars, si quand même celui-là, j'avais dit que c'était tout pour les bouquins, mais je découvre... j'avais déjà découvert ce nom, mais je n'avais pas encore commandé les bouquins, et je les ai reçus il y a quelques semaines. Un gars épatant, étonnant, un contemporain de Proudhon, qui est un des premiers anarchistes, en tout cas un des catalogués dans les premiers anarchistes, et c'est un contemporain, c'est la même époque, il s'appelle Bellegarrigue, Anselme Bellegarrigue. Il a très peu écrit, le manifeste complet de l'anarchie, il y a quelques articles, c'est extrêmement intéressant, c'est très 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 décapant, c'est... Il dit du mal de Rousseau avec des choses que pourtant je suis un fan de Rousseau, vous avez compris, mais ça m'intéresse, si vous voulez, j'ai besoin de mes adversaires pour progresser, ou j'ai besoin de la contradiction pour progresser. Quand on me dit du mal de Rousseau, je ferme pas le truc en disant ça m'intéresse pas, je vais lire pour voir. Quand c'est Burke, Burke c'est un intellectuel anglais, une fripouille, un défenseur de l'ancien régime, quand c'est Burke qui me décrit Rousseau, ça pue à toutes les lignes, je veux dire, enfin moi j'arrive pas, je trouve ça, il me convainc pas du tout, ça m'intéresse pas, je trouve ça, c'est tissé non pas de fil blanc mais de corde blanche, c'est pas bien. Mais quand je lis Bellegarrigue qui me parle de Rousseau, je vois un autre genre de bonhomme qui cherche pas à faire gagner sa caste, il cherche une véritable égalité, une vraie de vraie, et il dit dans Rousseau, on n'y arrivera pas. Alors ça m'intéresse parce que je sens que c'est pas mal intentionné, je sens que c'est... Et à mon avis, entre nous, dans notre éducation populaire, là, on va reparler de Bellegarrigue. C'est trop décapant pour que ça reste dans l'ombre. Et c'est disponible sur le net. Bon, j'arrête avec les bouquins, je vous parlerai de Marat ou d'autres. Il faut que je vous rende la main. On est assez nombreux là. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à créer un échange pour que vous me signaliez et qu'on se parle entre nous pour examiner les objections. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi c'est une idée à la con? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Ceux qui étaient là cet après-midi dans les ateliers, qu'est-ce qui était bien, mais qu'est-ce qui n'était pas bien? Comment il faudrait faire pour que ça se passe mieux? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme idée
Et là, je nous vois, j'adore cette idée, je nous vois comme un cerveau collectif. Le blog que j'ai créé il y a 8 ans, là, c'est le blog et le forum, et puis maintenant Facebook. Putain, mais c'est un cerveau collectif, mais c'est fabuleux ce truc-là. Quand tu dis quelque chose, si tu te trompes, tu te fais tout de suite moucher. Non mais c'est précieux pour progresser, ça, c'est vachement bien. Quand tu dis un truc, tu avais oublié une bonne idée, paf, elle sort. Putain, quand tu as une idée, il y en a un qui te dit, mais ça, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà dit, qui l'a approfondi, tac, tu trouves la référence. C'est un cerveau collectif, mais c'est fabuleux cette impression. Hein. Alors, on dépend les uns des autres, mais de façon bienveillante et positive, c'est tout à fait... c'est addictif ce truc-là. Hein. On a du mal, tous les jours, on va chercher ce que raconte le cerveau collectif. Alors donc, ce soir, on en est un, quoi. Hein. Comment on va faire pour que ça continue, pour que ça puisse continuer sans que je sois là. Je vois bien, moi, les militants, ils me disent, quand tu es là, il y a des gens qui viennent, et quand tu n'es pas là, on n'est plus que 10. C'est le bordel, ça va pas, c'est affreux, ça ne va pas marcher si on n'est pas capable de trouver un truc pour changer ça, cette idée ne va pas marcher. Comment on fait pour rester mobilisé ? S'il faut pas que ce soit, enfin, si ça marche qu'une soirée ou qu'une après-midi, ça sert juste à rien. Il faut qu'on soit des milliards. Attendez, des milliards, si on s'en occupe pas, si c'est moi qui dois aller en convaincre 200 par 200, mais ça n'arrivera pas, voilà, on va, dans un an, on sera... ouais, 10 000, rien quoi, hein, non, il faut que chacun devienne contagieux, quoi. Et comment on fait pour garder la niaque ? Alors, il faut que je vous parle de l'association de... J'ai pas entendu. Il faut que je vous parle de... Il a dit cocaïne. Cocaïne, oui, non, surtout pas, non. Comment... Le cannabis, c'est meilleur. Il faut que je vous parle d'un truc... ils m'ont demandé d'en parler, et c'est vrai qu'il faut que je vous en parle. Depuis 8 ans, donc... moi j'ai repéré, j'ai un fil d'Ariane, quoi. Hein. Je pense que c'est à nous d'écrire, nous les 99%, c'est à nous d'écrire la Constitution. Pour l'instant, nous n'avons pas de Constitution. Les banquiers, eux, ont une Constitution, mais simplement parce qu'ils l'écrivent. C'est la sélection naturelle, hein, Morocco. Nous, ils ont compris, nous on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris, on sera leurs esclaves. Si on veut une Constitution, il faut l'écrire. Il faut qu'on devienne constituant. On ne sera citoyen que si on est constituant. Bon, je me bagarre là-dessus, je renforce cette idée, je l'étaye, je l'affine. Et il y a des virus, là, des militants qui suivent ce que je fais, qui ont créé une association, qu'ils ont appelée, alors bon, je ne peux pas faire meilleur nom que ça, quoi, hein, Citoyens Constituants. Alors là, c'est l'association, elle est bien ciblée, bien calée, c'est au laser, on essaye de ne pas s'occuper du reste, on devient constituant. Alors je me suis inscrit à ça. Je suis devenu. Alors moi je tiens beaucoup à ma liberté de penser. Donc je ne suis pas dans des associations, je suis pas évidemment pas dans des partis. Mais je travaille avec des associations, avec des partis, parce que je sais bien qu'il faut s'organiser quand même. Ça aide de s'organiser. Et là l'idée, c'est leur idée, et que je trouve qu'il faut défendre. C'est de faire des antennes, c'est-à-dire des petits groupes de virus, des gens plus toniques que les autres, et puis qui entretiennent la niaque, la flamme, quoi, pour que ça ait lieu, pour qu'il y ait des ateliers un peu partout, tout le temps. Alors, voilà, donc ils ont un bulletin, donc là-dessus vous trouverez leur adresse pour leur écrire, où vous pourrez vous inscrire si vous voulez. J'ai mis ça au fond à côté des bouquins d'Utopia. Vous trouverez des prospectus que vous pouvez prendre hein, librement. Et puis, ils m'ont donné une simple liste dans laquelle vous êtes invité, si ça vous intéresse, à mettre un nom et un email pour qu'ils puissent vous informer au fur et à mesure de ce qu'ils font. Je suis partagé. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait la moitié. Alors, ils ne seraient pas contents s'ils m'entendaient dire ça. Ils vont m'entendre, parce que, à mon avis, il faudrait qu'il y ait la moitié d'entre nous qui y soit et l'autre moitié qui y soit pas. Parce que si on est très organisé, on sera très facilement fauchable. Et je peux vous dire que si on peut changer les choses, on va se faire massacrer.
Je sais que c'est pas sexy, mais bon. Et donc, si on est très organisé, ça va se finir en rafle. Alors que si on est dispersé, souterrain, que ça se passe dans nos immeubles, avec les voisins, de façon informelle, personne ne le sait, mais c'est en train de se répandre, ils vont pouvoir en attraper plein, mais il en restera plein dans la nature. Et c'est vrai qu'on est moins fort. Je pense qu'ils ont besoin d'aide, les citoyens constituants, là, ils ont besoin de renforts. Ils sont en train de naître, ils ont besoin de renforts. Mais en même temps, il faut qu'il y en ait plein qui ne soient pas dans une organisation et qu'on fasse plein de virus, des nouveaux virus, sans que ce soit organisé. Donc vous voyez, je suis partagé sur cette idée-là. Je sens bien qu'on a besoin d'une organisation et en même temps, c'est très important qu'on soit aussi désorganisé. Donc déterminez-vous, suivant les arguments, en fonction, avec votre liberté, votre cerveau. Hein. Mais intéressez-vous au sujet, peut-être vous pouvez au moins suivre ce qu'ils font. Je ne suis pas un bon vendeur, hein, ils vont m'en vouloir, hein, parce que bon, je vous dis les choses comme je le pense. Je pense que ces jeunes gens-là ont une énergie formidable sur le sujet qui nous intéresse. Il faut que nous devenions des citoyens constituants. Qu'ils ont besoin de renfort, s'ils sont très peu nombreux, ils auront du mal à agir. Voilà. Sur les citoyens constituants. Donc, est-ce que je peux vous faire un appel aux questions pour dire, je crois que vous avez compris ce que j'essaye de déclencher en nous, dans notre corps social, pour qu'on s'émancipe en écrivant nous-mêmes, non pas le droit, mais le droit du droit, c'est-à-dire la façon d'écrire le droit, les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Mais tout ça, je l'ai dit et redit dans des vidéos sur Internet, c'est facile à voir, il faut que j'abrège et qu'on interagisse.